Ce sont des incendies dévastateurs qui touchent la ville de Los Angeles aux États-Unis depuis quelques jours. Au moins 5 personnes sont mortes et plus de 130 000 personnes ont été évacuées. Les images, vous allez le voir, sont impressionnantes. Mais que se passe-t-il exactement et comment expliquer l'ampleur de la catastrophe et des destructions en si peu de temps? Vous allez le voir, c'est aussi, comme souvent, une question politique. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, ce mardi, aux alentours de 10 h du matin, heure locale, un premier incendie s'est déclaré dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis donc. Il s'agit d'un quartier très huppé qui est peuplé de villas à plusieurs millions de dollars et où habitent environ 25 000 personnes. Mercredi soir, c'est un nouvel incendie ensuite qui a éclaté dans les collines de Los Angeles et qui a ravagé plusieurs quartiers de la ville. Et à l'heure où on tourne ces actualités du jour, au moins 5 personnes sont mortes dans les incendies. 130 000 personnes par ailleurs ont été évacuées et vous l'imaginez, c'est un chiffre qui pourrait augmenter dans les prochaines heures. Par ailleurs, ce que l'on peut noter, c'est que au moins 1500 bâtiments ont été détruits, parmi eux de très nombreuses maisons, y compris au passage des maisons de personnalités connues comme celle du couple Adam Brody et Leighton Meester, ou encore Paris Hilton ou Laetitia Hallyday. Au moment où on enregistre ces actualités du jour, dans la journée ou dans l'après-midi plutôt de jeudi, il y a plusieurs incendies qui sont toujours en cours, d'autres qui se sont déclarés dans la nuit. Il y a plus de 7500 policiers qui sont mobilisés. Ils ont par ailleurs ordonné l'évacuation du quartier d'Hollywood, quartier historique évidemment du cinéma américain, après un départ de feu à quelques centaines de mètres de Hollywood Boulevard, donc le fameux boulevard avec les étoiles. La zone est également interdite d'accès au public et le quartier de Pacific Palisades dont je parlais à l'instant, où le premier feu s'est déclaré, a été pratiquement rasé par les flammes, selon plusieurs témoins sur place et selon les images aussi qui nous parviennent depuis quelques heures. Mais alors, comment expliquer l'ampleur de la catastrophe et pourquoi est-ce aussi une question politique? Déjà, il faut savoir que la Californie, elle est régulièrement visée par d'immenses feux, par exemple des feux de forêt. Mais aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer une telle violence de ces incendies cette année. Bon, déjà, les feux, ils sont alimentés par des très fortes rafales de vent qui touchent la ville. Cette semaine, ils ont atteint une intensité qui est quasi jamais enregistrée depuis 2011, avec des vents qui allaient jusqu'à 160 km/h ce mercredi. Je ne vous fais pas un dessin, vous l'aurez compris, c'est des vents violents qui vont propager beaucoup plus rapidement les flammes. Et par ailleurs, selon les prévisions météorologiques, l'alerte rouge au vent violent est maintenue jusqu'à vendredi au minimum. Autrement dit, c'est pas prêt de s'améliorer, en tout cas pour les prochaines heures. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la sécheresse extrême dans la zone, avec un manque de pluie en fait qui est très important ces derniers mois. Pour vous donner une idée, du 1er juillet 2024 au 5 janvier, il y a seulement 4 mm d'eau qui sont tombés sur le centre de Los Angeles. Et par ailleurs, c'est des températures qui restent assez élevées pour la saison. Tout cela a évidemment un rôle important avec une sécheresse inédite. Alors il y a un élément qui a été avancé par Donald Trump, qui arrivera officiellement au pouvoir dans quelques jours. Le président élu Donald Trump a affirmé que la Californie manquait d'eau à cause de politiques environnementales qui auraient été mises en place par les démocrates, donc le camp de Joe Biden, qui selon lui détournerait de l'eau de pluie pour protéger, je cite, un poisson inutile. Alors de quoi est-ce qu'il parle ici? En fait, il fait référence à un plan de partage des eaux qui a été signé par l'administration de Joe Biden et qui vise à mieux répartir l'eau du delta de Sacramento. Donc là, on parle d'un delta au nord de la Californie, avec un objectif en fait de mieux répartir l'eau tout en préservant des espèces menacées comme l'éperlan ou encore le saumon. Alors selon Donald Trump, ce plan il pénaliserait le sud de la Californie et notamment la ville de Los Angeles en réduisant son approvisionnement. Sauf que là-dessus, si on se pense dans les détails de la situation, en réalité, la majorité de l'eau qui alimente Los Angeles, elle ne vient pas du nord de l'état de Californie ou du delta de Sacramento, mais elle vient plutôt en fait du fleuve du Colorado. A priori donc, de ce que l'on sait aujourd'hui, ce plan qui est évoqué par Donald Trump, il n'a pas eu d'effet sur la région de Los Angeles ou sur la gestion des incendies que l'on observe depuis quelques jours. Maintenant, je le disais, ça reste une question politique et en effet, il y a une question de responsabilité politique dans les événements en cours et pour mieux le voir en fait, il faut se pencher sur la question des moyens octroyés aux pompiers à Los Angeles. En fait, pour le chef des pompiers du comté de Los Angeles, il n'y en a pas assez aujourd'hui pour faire face à une telle situation. D'ailleurs, mercredi soir, le gouverneur démocrate de Californie indiquait que plus de 7500 soldats de feu, parfois venus d'autres états américains, luttaient contre les incendies à Los Angeles. Donc il y a du renfort qui a été demandé avec d'autres états américains autour. Mais si on rentre donc dans les détails d'un point de vue politique, il faut savoir que la
la maire de Los Angeles, donc une maire démocrate de Los Angeles qui s'appelle Karen Bass, est critiquée pour avoir baissé le budget des pompiers. Le budget, en effet, il est passé de 837 millions de dollars à 819 millions de dollars pour l'année 2024-2025. Alors pour avoir tout le contexte et tous les éléments, la mairie a déclaré que les millions en moins avaient été redistribués dans un programme pour venir en aide aux sans-abri. Ce que l'on sait, c'est que dans un courrier qui date de début décembre, le chef des pompiers de Los Angeles critiquait déjà cette coupe budgétaire qui, selon lui, a gravement limité la capacité du département à se préparer, s'entraîner et à réagir aux urgences à grande échelle, y compris les incendies de forêt. Autrement dit, évidemment, la question des sans-abri, et particulièrement d'ailleurs dans une ville comme Los Angeles, c'est un sujet extrêmement important. Mais certains estiment donc que précisément, en tout cas dans le cas du budget des pompiers, ce n'était pas une bonne idée de le baisser ces derniers mois. Vous l'aurez compris donc, aujourd'hui la situation est critique. Il a d'ailleurs été demandé aux Californiens d'économiser l'eau. La raison, c'est qu'il y a 3 réservoirs qui alimentent les bouches d'incendie qui ont été vidés en fait pour tenter d'éteindre les flammes dans certains quartiers. Ce qu'il faut noter enfin pour terminer, et on en parle d'ailleurs régulièrement quand il y a ce genre de sujet, c'est que ces incendies de ce type et ces catastrophes naturelles de ce type, elles risquent de se multiplier, mais surtout de s'intensifier un petit peu partout dans le monde avec le changement climatique. En effet, le changement climatique favorise les conditions nécessaires à un départ de feu. Ça peut être des éléments de sécheresse, ça peut être des éléments climatiques extrêmes. Tout cela est amené avec le changement climatique à être plus fréquent et plus intense. Un récent rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement estime que le nombre d'incendies violents va augmenter de 14% d'ici 2030, 30% d'ici 2050 et 50% d'ici la fin du 21e siècle dans le monde. À noter au passage, même si ça paraît très anecdotique dans la situation actuelle, mais que face à la situation, il y a plusieurs événements à Hollywood et liés au cinéma qui ont dû être modifiés, notamment dans le cadre des Oscars où la cérémonie est toujours maintenue pour le 2 mars, mais certains éléments, notamment d'annonces des nominations, ont été repoussés. Voilà, c'est vraiment un détail, mais ça intéresse peut-être certains d'entre vous. On continuera en tout cas à suivre évidemment la situation dans les prochains jours, y compris sur notre compte Instagram. On a partagé sur les 48 dernières heures la situation. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au Liban, le chef de l'armée, Joseph Aoun, a été élu président au second tour par le Parlement local. En fait, ça faisait plus de 2 ans que le Liban n'avait pas de président suite à la fin du mandat du président sortant, Michel Aoun. À noter au passage que les 2 hommes ont le même nom de famille mais n'ont pas de lien de parenté. L'élection d'un nouveau président a longtemps été bloquée par des désaccords entre les partis locaux. Des détracteurs du parti islamiste Hezbollah, qui au passage n'est pas qu'un groupe armé mais aussi un parti politique, affirment que le Hezbollah a tenté de bloquer l'élection en imposant son propre candidat qui a fini par se désister donc en faveur de Joseph Aoun. Au Liban, l'élection présidentielle se fait au suffrage indirect, c'est-à-dire que les habitants votent pour des députés qui vont eux-mêmes voter pour un candidat. Joseph Aoun a remporté l'élection avec 99 voix sur 128 députés au second tour. Il bénéficiait du soutien de plusieurs pays étrangers comme les États-Unis, en particulier grâce à son rôle dans la mise en place du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Malgré tout, pour lui permettre d'accéder au pouvoir, le Liban va devoir modifier sa constitution, donc sa norme suprême. Celle-ci interdit l'élection de hauts fonctionnaires en poste ou ayant été en poste il y a moins de 2 ans, ce qui est donc son cas. Deuxième actu, une journée d'hommage a eu lieu ce jeudi pour les victimes de l'attentat antisémite de l'Hyper Cacher à Vincennes, qui a eu lieu il y a 10 ans, jour pour jour, le 9 janvier 2015. Une prise d'otage avait eu lieu durant plus de 4 heures dans ce supermarché Cacher, donc qui vend des produits à destination des personnes de confession juive. L'auteur de l'attentat, Hamedi Koulibaly, avait finalement tué 4 personnes et a lui-même été tué lors de l'assaut des policiers qui a mis fin à la prise d'otage. Une cérémonie a été organisée par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, devant le supermarché. Des bougies ont été allumées en mémoire des victimes de l'attentat, mais aussi des victimes de l'antisémitisme et du terrorisme depuis le début des années 2000, ou encore des victimes de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël et des otages du Hamas. Plusieurs personnalités politiques s'y sont rendues, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et les ministres Bruno Retailleau et Manuel Valls. La cérémonie a été suivie d'une soirée hommage et de débats co-organisés avec Charlie Hebdo. Troisième actu, 2 personnes sont décédées et plus de 50 ont été blessées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais suite à la neige et au froid qui touchent la région depuis plusieurs jours, selon la préfecture. Une personne sans abri a notamment été retrouvée morte, probablement d'hypothermie, dans la ville de Valenciennes. La préfecture dénombre aussi une 30aine d'interventions des secours au total pour des accidents de la route et des chutes sur la voie publique. Le département du Pas-de-Calais dénombrait toujours environ 1000 foyers sans électricité ce jeudi matin. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, plusieurs bâtiments culturels sont actuellement fermés et les réseaux de transport public sont parfois perturbés. La circulation de certains poids lourds a également été temporairement interdite par arrêté préfectoral. Les 2 départements
départements sont toujours en vigilance orange neige-verglas pour ce jeudi ainsi que ce vendredi avec 8 autres départements. Le préfet des Hauts-de-France a appelé les habitants au respect des consignes de sécurité. Quatrième actu, un point sur la situation au Proche-Orient. Israël a annoncé ce mercredi avoir récupéré le corps d'un otage du Hamas qui était retenu dans la bande de Gaza. L'homme, qui s'appelait Youssef Al-Zayadna, était âgé de 53 ans et a été retrouvé dans un tunnel à Rafah, au sud de Gaza. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été établies. Il était d'ailleurs retenu en otage avec son fils Hamza et l'armée israélienne affirme avoir obtenu des informations qui soulèvent de sérieuses préoccupations sur son sort lors de son opération. Les 2 autres enfants de l'otage, Aïcha et Bilal, avaient été libérés le 30 novembre dernier au cours d'une trêve. En parallèle, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a affirmé qu'un accord de cessez-le-feu avec libération des otages serait très proche entre les 2 camps qui ont repris leurs négociations ce week-end au Qatar. Ce mardi, le président américain élu Donald Trump avait exigé la libération des otages avant son investiture le 20 janvier, indiquant, je cite, que l'enfer éclatera au Moyen-Orient si cela n'était pas fait. 5e actu, le procès pour violence conjugale de l'animateur télé Stéphane Plaza, également agent immobilier, a eu lieu ce jeudi à Paris. À l'heure où je tourne ces actus, le verdict n'est pas encore tombé, mais on vous tiendra au courant sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Il aurait dû être jugé en août, mais ne s'était pas présenté à l'audience pour des raisons de santé mentale, selon sa défense. Le procès avait alors été renvoyé. En fin de semaine, une expertise psychiatrique du tribunal avait jugé l'animateur apte à comparaître ce jeudi. Stéphane Plaza est accusé par 2 anciennes compagnes de violences conjugales physiques et psychologiques, comme des coups, des menaces ou des insultes. L'une d'entre elles l'accuse par exemple de lui avoir cassé un doigt lors d'une dispute. La deuxième femme l'accuse, elle, de l'avoir mordu et menacé de mort. Il faut savoir que plusieurs autres femmes ont dénoncé des comportements violents de l'animateur, mais elles n'ont pas porté plainte et ne faisaient donc pas partie du procès. L'animateur de son côté a toujours nié ces accusations. En décembre 2023, il disait avoir la conscience tranquille. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. 6e actu, le Vatican, donc le siège de l'église catholique et le lieu de résidence du pape, a nommé cette semaine pour la première fois de son histoire une femme à un poste de ministre. Il s'agit plus précisément de la sœur Simona Brambilla, qui va diriger un ministère chargé des ordres et des congrégations religieuses, donc des regroupements de fidèles et de prêtres. Jusqu'ici, ce poste était quasiment uniquement réservé aux cardinaux, des hauts membres de l'église chargés d'assister le pape, et n'avait jamais été occupé par une femme. Depuis l'arrivée du pape François en 2013, la présence de femmes à haut poste au Saint-Siège et au Vatican est passée de 19,2% à 23,4% selon Vatican News, le média officiel du Vatican. Et d'ailleurs récemment, en octobre 2024, le compte-rendu du synode, une assemblée sur l'avenir de l'Église, indiquait qu'il n'y avait aucune raison ni aucun obstacle qui puisse empêcher les femmes d'exercer des rôles de direction dans l'Église. Cependant, des experts du Vatican estiment que cette nomination pourrait être plus symbolique qu'autre chose, puisque le cardinal Ángel Fernández Artimé a été nommé adjoint aux côtés de Simona Brambilla, sans que son rôle ne soit réellement précisé pour le moment. Et enfin, dernière actu, un nouveau pictogramme, l'indice de durabilité, va faire son apparition à partir de ce mercredi sur les emballages d'appareils électroniques. Le but de cet indice, c'est de montrer, comme son nom l'indique, si un appareil électronique est durable dans le temps. L'idée, c'est de permettre aux consommateurs d'acheter plus malin, mais aussi plus écologique, pour limiter l'obsolescence programmée ou la surconsommation de produits de mauvaise qualité qui polluent. Cet indice va remplacer l'indice de réparabilité qui a été mis en place en 2021 et qui indiquait si l'appareil était facilement réparable avec l'accès aux pièces détachées par exemple. Alors ce nouvel indice, il prendra toujours en compte cette réparabilité, mais s'intéressera aussi à la fiabilité, à la résistance à l'usure ou encore à la présence d'une garantie prolongée. Cet indice est apparu ce mercredi sur les téléviseurs, puis en avril sur les lave-linges. D'autres appareils seront par la suite concernés, mais pas les smartphones, alors qu'ils étaient sujets à l'indice de réparabilité. Cette absence est d'ailleurs critiquée par plusieurs associations que l'Union européenne justifie par un conflit avec un nouvel indicateur spécifique aux smartphones qui sera mis en place en juin. Merci beaucoup Blanche pour ce point sur le reste de l'actualité. Pour tous les nouveaux, je pense que vous le savez, mais ce format il est aussi disponible en version podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur n'importe quelle application de podcast ou de streaming de musique et vous allez pouvoir suivre tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.